Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est une affaire criminelle dont Code Source vous a parlé à plusieurs reprises, affaire suivie depuis le début par le Parisien, la disparition d'une adolescente de 15 ans, Lina, dans la région de Strasbourg le 23 septembre 2023. L'enquête a connu un rebondissement majeur cet été. L'ADN de la jeune fille a été retrouvé dans une voiture volée. Mais l'homme qui utilisait cette voiture ne pourra jamais être interrogé par les enquêteurs. Il s'est suicidé le mercredi 10 juillet. Code Source fait le point sur cette affaire aujourd'hui avec deux journalistes du service police-justice du Parisien, Louise Colcombé et Nicolas Jacquard. Nicolas Jacquard, le mardi 30 juillet, vous partez en reportage pour Le Parisien dans les Vosges. D'abord, est-ce que vous pouvez nous décrire les lieux ? Alors on est environ à 70 km au sud-ouest de Strasbourg, à la frontière entre l'Alsace et les Vosges. On est sur une région rurale, on est vraiment dans une région de forêt un petit peu escarpée, forêt de moyenne montagne avec des fermes isolées, une zone assez reculée tout de même. Vous êtes sur place dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Lina, 15 ans. D'abord, pourquoi est-ce que vous y retournez ? Alors on y retourne parce que le vendredi précédent, on est le 26 juillet, c'est le soir de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et le parquet de Strasbourg envoie ce soir-là un communiqué qui passe un petit peu inaperçu du fait de l'actualité, mais que nous, on relève parce qu'on suit l'affaire Lina et ce communiqué dit qu'il y a eu une avancée majeure dans l'enquête. Alors on va voir pourquoi l'enquête a été brusquement relancée cet été, pourquoi des fouilles ont été organisées près d'un an après la disparition de l'adolescente. Mais d'abord, pour bien comprendre toute cette affaire, il faut revenir un an en arrière, le samedi 23 septembre 2023, le jour de sa disparition. Ce matin-là, Lina marche le long d'une petite route de campagne peu fréquentée, en bordure d'une forêt, vous l'avez dit. Nous sommes à environ 70 km au sud-ouest de Strasbourg, dans la vallée de la Bruche. Louise Colcombé, d'abord, qui est Lina ? Lina, c'est une jeune ado qui vient de fêter ses 15 ans, qui a grandi avec sa maman. La séparation de ses parents est intervenue alors qu'elle était très jeune. Elle voit pas beaucoup son père, elle est en lien avec lui, mais voilà, c'est surtout avec sa mère qu'elle forme une sorte de cocon fusionnel. Elle est en CAP, aide et service à la personne. Elle vient de valider son brevet au moment des faits. Elle a fait 2 stages, et notamment au moment où elle disparaît, elle est en stage au Proxy, ce petit supermarché, épicerie, service. Du coup, elle voit beaucoup de gens passer parce que tout le monde vient faire une course, retirer un colis. Donc, elle est vue par nombre de gens dans les derniers jours avant sa disparition. Lina a un petit ami, il s'appelle Tao, il a 19 ans, et ce samedi 23 septembre 2023, elle part le retrouver à Strasbourg. Ils se connaissent depuis longtemps, ça fait 4 ans qu'ils échangent sur les réseaux sociaux, et ils se sont rapprochés depuis peu, depuis l'été, donc ça fait à peu près 6 semaines qu'officiellement ils sont en couple, et lui, il est venu en fait s'installer à Strasbourg dans le cadre de sa formation des compagnons du devoir, c'est comme ça qu'ils se sont rapprochés, et donc il lui propose, parce que lui il a une réunion scolaire le matin, de le rejoindre l'après-midi, ils doivent aller manger, et puis faire un après-midi shopping, et il la ramènera en voiture chez sa maman dans la soirée, c'est ce qui est convenu. Tao va donc à la gare pour retrouver Lina, elle doit arriver peu après midi, mais avant ça, dès 11h20, il se rend compte qu'il y a quelque chose d'anormal. Oui, parce qu'ils sont en communication permanente avec les réseaux sociaux. Lina, elle est accro aux réseaux sociaux et elle va lui envoyer sur le chemin de la gare une vidéo par Snapchat. Elle lui dit qu'elle est impatiente d'arriver, elle est tout sourire et on est vraiment, c'est daté de 11h20. Et il va lui répondre dans la foulée et il va se rendre compte que ses snaps à lui, ses messages ne sont pas lus. Ça, c'est totalement inhabituel. En plus, elle vient de partir de chez elle, il n'y a aucune raison pour laquelle elle n'aurait plus de batterie dans son téléphone. Donc il va s'en inquiéter très vite. Il va quand même aller à la gare. Il attend que tout le monde descende du train. Malheureusement, Lina ne fait pas partie des passagers. Il va faire le tour de la gare plusieurs fois pour s'assurer que vraiment elle ne l'ait pas ratée. Et là, il en est convaincu. Il y a un gros problème et il va prévenir la maman de Lina de cet état de fait. Elle va immédiatement de son côté prévenir les gendarmes.
Louise Colcombé, que se passe-t-il dans les jours qui suivent ? Alors il y a des battues. Cette portion de route où elle a envoyé ce message va être décortiquée. On va envisager plusieurs hypothèses. Qu'elle ait dévié de son chemin, que quelqu'un l'ait percuté et l'ait projeté dans le bas-côté en faisant un délit de fuite. On va chercher des traces de frein. Puis après, il va y avoir des battues où on va rechercher aussi des éléments, peut-être une chaussure, quelque chose qui raccroche à Lina, mais on va rien trouver. Plusieurs témoins sont auditionnés par les enquêteurs. 2 d'entre eux retiennent leur attention. Pourquoi ? Alors, il y en a 2 qui sont, pour l'un, extrêmement précis, l'autre un peu moins. Le premier, c'est Jean-Marc Chipon, qui est l'ancien maire de Plaine, le village où vit Lina avec sa maman. Donc il la connaît, et il la voit ce matin-là. Il la voit parce que lui, il passe en voiture, il retourne chez lui. Il la voit d'ailleurs faire ce qu'il appelle un selfie. Sans doute la vidéo qu'elle envoie à Tao. Et puis il repasse, et il s'est passé quelques minutes seulement. Et il la voit pas en sens inverse. Et là, il comprend pas, il se dit, soit elle marche très vite, soit il y a un problème. Mais bon, ça lui traverse l'esprit. Et il est très précis, pourquoi ? Parce que chez lui, il y a des caméras de vidéosurveillance devant sa maison. Donc on arrive à savoir exactement qu'il est resté 1 minute chez lui. Et donc il a vu Lina à peu près à 11h20. Il repasse à 11h25, elle est plus là. Et donc il y a un deuxième témoignage, mais beaucoup moins précis. Oui, alors c'est Robert qui a 72 ans, c'est un retraité qui passe pas mal de temps sur son perron. Donc en fait, il voit toutes les voitures passer devant chez lui. Et lui aussi, il va aller trouver les gendarmes pour dire qu'il a vu Lina ce matin-là. Il dit qu'elle était sur le siège passager, qu'il a reconnu sa tenue, elle portait notamment une doudoune blanche. Et il dit qu'elle avait l'air d'aller très bien, à tel point qu'elle lui a fait un petit coucou de la main en passant. Alors là où c'est un peu étrange, c'est qu'il connaît Lina, mais pas tant que ça, il l'a vue au proxy, mais voilà, c'est le même village, mais c'est des hameaux un peu éloignés, là où ils vivent respectivement. Et puis, le sens de la voiture est un peu étrange. C'est la route qui mènerait vers Strasbourg. Finalement, le sens inverse par rapport à la gare, au chemin de la gare. Et puis, dernier élément, il situe ça à peu près vers midi, moins le quart maximum. Ce qui est en termes de timing, ça colle pas trop. En plus, il est un petit peu... voilà, il porte des lunettes, il explique qu'il peut pas être précis sur la couleur de la voiture, mais enfin, il va indiquer quand même une citadine bleu sombre. Il va parler notamment de Clio. Et en tout cas, ça va être pris très au sérieux parce que ça corrobore un autre élément que les enquêteurs ont. Et donc, ça va amener à tout un tas de vérifications. Louise Colcombé, il y a aussi ce témoignage d'une adolescente qui dit avoir croisé la route d'un homme inquiétant à bord d'une Citroën Xantia grise dans la même zone où Lina s'est volatilisée. Oui, alors sur place, j'ai pu rencontrer cette jeune fille qui m'a parlé avec son père, qui m'ont décrit comment s'étaient déroulées les choses. Elle raconte qu'un homme l'a importunée par 2 fois dans les jours précédant la disparition de Lina. Quelqu'un qui l'a klaxonné à bord de cette voiture qu'elle ne connaît pas. Ça l'interpelle parce que tout le monde se connaît. Dans ces petits villages, c'est vraiment un mouchoir de poche. Elle va surtout s'inquiéter quand 2 jours avant la disparition de Lina, le matin très tôt, quand il fait encore nuit et qu'elle doit aller prendre son bus de ramassage scolaire, la même voiture s'avance vers elle. Et là, le conducteur s'approche, ouvre sa portière, met un pied à terre. Elle a l'impression qu'elle va se faire enlever. Et donc, elle se met à courir. Elle appelle son père au téléphone au même moment. Elle se réfugie à l'arrêt de bus. Et là, le bus de ramassage va arriver. Et donc, cet homme va ensuite disparaître. Et elle va aller apporter ce témoignage-là aux enquêteurs parce qu'elles se ressemblent, elle et Lina. Elles ont un peu le même profil, la même carrure. Ce sont deux jeunes filles cheveux longs, un peu châtains. Donc, la question va se poser pour le père de cette fillette, de se dire mais peut-être qu'elles ont été confondues et que c'était ma fille qui était visée. Louise Colcombé, vous avez rencontré à plusieurs reprises la mère de Lina. Comment est-ce qu'elle a vécu les premières semaines de disparition de sa fille ? Je pense qu'on peut résumer ça par le mot enfer. Il n'y a aucune raison pour sa disparition. Je veux dire, la fugue, elle est très vite écartée. Elle n'a aucune raison de partir. Tout va bien. Elle rejoint son petit ami avec sa mère. Il n'y a pas de fâcherie. Elles se sont encore vues le matin. Elles se sont fait un bisou. Et donc, voilà, elle ne sait rien. Elle est dans l'ignorance totale. En fait, c'est presque ça le pire, c'est de ne pas savoir. Et puis, il ne va pas se passer grand-chose. En fait, il n'y a aucune piste pendant les premières semaines. On va explorer des choses, mais il n'y a rien de tangible. Elle s'est vraiment évaporée. Et cette mère, Fanny Groll, elle est aussi victime des nombreuses rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Alors oui, on le voit dans chaque histoire, mais c'est vrai que sur Lina, c'était quand même particulièrement frappant et particulièrement odieux. D'emblée, des rumeurs horribles ont circulé, notamment, par exemple, sur le rapport qu'aurait pu avoir Fanny Groll avec Tao. Voilà, c'est des choses sorties de nulle part qui vont salir aussi Tao, qui vont l'accuser ouvertement, en disant « Ah, c'est Tao. Ah, mais en fait, la mère, elle n'est pas claire. »
Donc, dès le début, ça va être un deuxième enfer, c'est-à-dire c'est la diffamation à tout va. Louise Colcombé, au début du mois de février, vous rencontrez à nouveau Fanny Groll, cette fois en compagnie de son avocat. Ensemble, vous abordez notamment un élément qui a été révélé par la presse quelques jours plus tôt. En juin 2022, Lina avait porté plainte pour viol en réunion. Que raconte Lina à ce moment-là aux gendarmes à l'époque ? Et est-ce que ce nouvel élément permet de relancer l'enquête ? Elle raconte que c'est un après-midi, fin d'après-midi. Elle est en compagnie donc de 2 garçons plus âgés, d'une autre amie. Ils vont la faire boire, elle a que 13 ans. Elle est ivre et elle va dire à sa mère qu'elle a subi un viol de leur part, chacun de ces garçons, que c'était non consenti, qu'elle a souffert. Et puis elle va subir une campagne de cyberharcèlement parce qu'en fait, ça va se savoir dans cette vallée où tout circule très vite. Elle va avoir une mauvaise réputation, comme on dit. On va la faire passer pour une fille facile. Et évidemment, ces garçons-là vont être interrogés pour savoir si il pourrait avoir un lien avec sa disparition et pour savoir ce qu'il faisait ce jour-là. Et ils ont des alibis, donc ils sont mis hors de cause. Dans les mois qui suivent, plusieurs pistes sont explorées par les enquêteurs, des suspects sont placés en garde à vue, des lacs de la région sont sondés, mais tout ça ne donne rien. Le vendredi 22 mars, la mère de Lina lance un nouvel appel à témoins devant la presse, 6 mois après la disparition de sa fille, et vous êtes sur place. On est 6 mois plus tard maintenant, si quelqu'un se souvient de quoi que ce soit. Fanny Groll va redire sa conviction que cet enlèvement a dû avoir lieu parce que la personne connaissait les lieux, parce que c'est quelqu'un du coin, parce que cette petite route, il faut la connaître. Fanny Groll dit c'est pas un lieu où on passe, c'est un lieu où on va, cette route. Et donc elle fait le lien aussi avec un élément troublant, c'est-à-dire que Lina s'était fait voler par 2 fois sa moto juste avant les faits. Une fois 8 mois avant et une autre fois 6 semaines avant son enlèvement. Et par des gens qui connaissaient bien les lieux parce qu'ils savaient qu'elles étaient en vacances, qu'il n'y avait pas eu d'effraction et qui avaient réussi à voler la moto dans le garage familial. Et accessoirement, le fait que Lina n'ait plus de moto, ça l'a forcée à se déplacer à pied. Et c'est pour ça qu'elle se retrouve à marcher sur cette route pour aller prendre son train, ce fameux samedi 23 septembre. Il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard pour bien faire. Alors vraiment, j'encourage toutes les personnes qui ont des choses à dire, à témoigner. Le moindre indice est bon à prendre en fait. 2 mois après cette conférence de presse, le mardi 28 mai, Fanny Groll lance un autre appel à témoins, cette fois à la télévision dans l'émission d'M6, Appel à témoins. Oui, Appel à témoins a permis de résoudre et de faire avancer d'autres enquêtes. On va apprendre que les 2 garçons, notamment un qui s'en serait pris à Lina, donc la plainte pour viol, aurait aussi fait subir la même chose à d'autres adolescentes et qu'il est connu de la justice pour d'autres choses. Une ancienne petite amie va témoigner de sa violence, etc. Donc ça renforce le caractère un peu sinistre de cette personne, mais qui n'est pas en cause dans l'enquête. Et puis il y a un témoignage très intéressant qui va arriver en fin d'émission. C'est un chef d'entreprise qui va expliquer qu'il est très troublé, il est dans le secteur, qu'un de ses employés a un peu disparu du jour au lendemain. Alors il a été licencié, mais il n'a plus eu de nouvelles du jour au lendemain et il se trouve que cette personne vit vraiment à quelques kilomètres du domicile de Lina. Ces témoignages sont évidemment transmis aux gendarmes. Est-ce que ça permet de faire avancer l'enquête ? Alors, ce dernier témoignage sur l'entrepreneur, il n'en avait pas connaissance. Mais cette piste donc est vérifiée et elle ne va rien donner concernant la disparition de Lina. 2 mois plus tard, le vendredi 26 juillet, le soir de la cérémonie d'ouverture des JO, le parquet de Strasbourg publie donc un communiqué annonçant une avancée majeure dans l'enquête. Et là, on en revient au début de cet épisode de Code Source. Nicolas Jacquard, quand la justice parle d'une avancée majeure, de quoi il s'agit ? Alors, il s'agit d'abord d'ADN, c'est-à-dire de l'ADN de Lina qui a été retrouvé dans une voiture volée. Et là, effectivement, la justice choisit les bons mots quand elle parle d'avancée majeure, puisque c'est un véritable rebondissement dans cette enquête. Il faut rappeler que tout au long de ces mois absolument terribles pour la famille de Lina, on n'avait absolument aucune nouvelle de la justice. Certains voisins nous disaient, par exemple, qu'ils avaient le sentiment qu'elle avait été enlevée par des extraterrestres, tellement elle s'était volatilisée. Et là, vraiment, c'est le début d'une véritable piste. L'ADN de Lina a été retrouvé dans une Ford Puma qui a été volée, retrouvée dans le sud de la France. Le mardi 30 juillet, dans le Parisien, Nicolas Jacquard, avec votre confrère du Parisien, Jérémy Famelet, vous révélez le nom de l'homme qui avait été arrêté au volant de cette voiture volée quelques mois plus tôt. Oui, et cet homme s'appelle donc Samuel G. Il est originaire de Besançon. Il est né là-bas, il a grandi là-bas. C'est un homme qui a 43 ans, un père de famille, dont on va découvrir le profil assez
assez trouble et le parcours chaotique. Cette voiture volée, cette Ford Puma, elle était vraiment recherchée par les enquêteurs ? Tout à fait, parce que si l'on revient au début des investigations, en fait, qu'est-ce qu'ont fait les gendarmes ? Les gendarmes sont partis du principe que la voiture qui avait potentiellement enlevé Lina avait forcément dû prendre la fuite et qu'elle avait quitté cette vallée de la Bruche par les cols voisins. Et les gendarmes, en fait, ont eu l'idée d'aller saisir les caméras qui servent l'hiver à surveiller l'enneigement de ces cols. Et ils ont identifié à partir de là une dizaine de véhicules suspects. Tous ont fait l'objet de vérifications et l'un de ces véhicules manquait à l'appel, c'est cette fameuse Ford Puma. Et pourquoi est-ce qu'on a mis autant de temps à la retrouver ? Alors parce que visiblement il y a eu quelques défaillances, quelques défauts de communication dans cette enquête. Les gendarmes de la section de recherche de Strasbourg avaient l'immatriculation de ce véhicule et il a fallu plusieurs mois pour que l'on découvre qu'en fait ce véhicule avait tout simplement été mis en fourrière dans le sud à Narbonne. Mais il a donc fallu ces mois pour que cette connexion soit faite entre ce véhicule qui d'un côté était recherché à Strasbourg qui en fait se trouvait dans cette fourrière. Donc la Ford était en fourrière, mais Samuel G a été arrêté au volant de cette voiture avant que le véhicule soit placé en fourrière. C'est tout à fait ça. En fait, en début d'année 2024, les douaniers de Narbonne réalisent un contrôle de routine et ils tombent sur ce véhicule qui leur paraît suspect avec au volant Samuel G. Ils vont tenter de l'interpeller. Samuel G va faire un refus d'obtempérer. Il est finalement arrêté. Il est découvert positif aux stupéfiants. Il est placé en détention provisoire. Il sera condamné et en attendant, le véhicule justement est mis en fourrière. Est-ce que l'on sait si c'est bien Samuel G qui utilisait cette voiture volée quand Lina a été enlevée ? Nos confrères de l'Est républicain vont révéler que quelques jours avant la disparition de Lina, justement Samuel G conduisait déjà cette Ford Puma, puisqu'en fait dans les environs de Besançon, il était allé à plusieurs reprises faire le plein d'essence dans une station-service et à chaque fois, il partait au volant du véhicule sans régler la note. Cet homme a été arrêté début janvier 2024 dans l'Aude. Il a été condamné en comparution immédiate pour son délit de fuite à 15 mois de prison avec sursis. Son casier judiciaire était vierge jusque-là. Il a été remis en liberté. Une fois que l'ADN de Lina est retrouvé dans la Ford Puma qui était à la fourrière, évidemment, il devient le suspect numéro 1 dans l'enquête sur l'enlèvement de Lina. Nicolas Jacquard, les gendarmes de la section de recherche de Strasbourg veulent l'interroger, bien sûr, mais c'est impossible. C'est impossible puisque, malheureusement, les enquêteurs découvrent que Samuel G s'est suicidé 10 jours plus tôt, le 10 juillet très exactement. Nicolas Jacquard, vous vous rendez au domicile de cet homme, Samuel G, à Besançon, là où il s'est donné la mort le 10 juillet. Est-ce que vous pouvez nous décrire les lieux ? Oui, alors on est le long du Doubs, la rivière qui traverse Besançon, au début de la ville, dans le début de cette vallée de Besançon un petit peu encaissée. C'est le quartier dit de Pont-de-Vaux, un quartier très calme qui va d'un coup d'un seul être envahi par les journalistes et se retrouver sous les feux de l'actualité, ce dont ils n'avaient bien sûr pas l'habitude. Vous avez pu retrouver l'un de ses amis d'enfance que nous appellerons Thomas pour préserver son anonymat. Qu'est-ce qu'il vous raconte sur Samuel ? Alors c'est nous qui lui apprenons que Samuel G justement fait figure de suspect numéro 1 dans l'enlèvement de Lina. Et comme tous les proches que l'on a pu retrouver de Samuel G, il tombe des nues. Ça ne correspond pas au portrait de ce Samuel G que nous lui faisons à la mesure de ce que l'on en sait après coup. Lui nous parle d'un copain d'adolescence qui était absolument très calme, très tranquille, très sympathique. En fait, à l'époque, il faisait des jeux vidéo en ligne, mais faut se rappeler qu'à cette époque-là, il y a un peu plus de 20 ans, justement, même pour les jeux en ligne, en fait, on se retrouvait physiquement. Donc, en fait, ils avaient l'habitude de bidouiller ensemble les ordinateurs. Et voilà, vraiment, nous dresse le portrait d'un ami fidèle, sympathique, ouvert aux autres et absolument tout ce qu'il y a de plus normal. Vous rencontrez un homme qui a été son patron pendant 4 ans, de 2014 à 2018. Qu'est-ce qu'il vous raconte de Samuel G ? Alors, on a un portrait qui est encore une fois assez identique, quoique sur une période de la vie de Samuel G un petit peu plus tardive, parce que son patron, on est là dans le domaine des poids lourds, de la commercialisation des poids lourds, puisque c'était le métier qu'avait fait à ce moment-là, dans ces années-là, Samuel G. Il avait autour de la trentaine, autour de 30-35 ans, et son patron nous décrit véritablement un employé modèle, un jeune homme qui faisait parfaitement son travail, qui était père de famille, père de 2 jeunes enfants, qui était
était très sociable, qui participait à l'ensemble des pots organisés par l'entreprise. Voilà, vraiment quelqu'un dans lequel il avait toute confiance. Et d'ailleurs, quand Samuel G avait démissionné de cette entreprise, son patron nous expliquait que les choses s'étaient passées vraiment très sereinement parce que Samuel G, à ce moment-là, démissionnait pour aller prendre un autre poste, pour monter en grade, et que son patron avait parfaitement compris cette démarche et qu'il s'était quitté en très bons termes. Nicolas Jacquard, Samuel G a connu une séparation. Il s'est séparé de la mère de ses enfants il y a quelques années et visiblement, il l'a très mal vécu. Oui, on a le sentiment qu'en quelques mois, en une poignée d'années, on a véritablement un homme qui commence à glisser, si on peut le résumer comme ça, parce que de ce profil que j'esquissais du père de famille, bien sous tout rapport, on a un homme qui commence à sombrer. Une séparation, un début d'addiction, la prise d'alcool, potentiellement de stupéfiants, des enfants que ce papa voit d'abord régulièrement et puis au fur et à mesure de moins en moins souvent, et quelqu'un qui commence véritablement à sombrer. En 2023, il arrête de travailler, il se désociabilise et le vendredi 25 août 2023, Samuel G bascule dans la violence. Oui, on est à ce moment-là, donc vous le disiez, en août 2023, dans un autre quartier de Besançon qui s'appelle celui des Chaprais. Et une vieille dame âgée de plus de 90 ans se fait violemment agresser dans la rue. Elle se fait voler son sac. Dans un geste réflexe, elle essaye justement d'agripper ce sac et son agresseur va la traîner sur plusieurs mètres. D'ailleurs, cette vieille dame aura plusieurs fractures importantes liées à cette agression-là. Et le même jour, on a une supérette un petit peu plus haut, à quelques centaines de mètres de là, qui elle-même est braquée par le même individu que celui qui a agressé la vieille dame. Vous avez pu visionner les images de vidéosurveillance de cette supérette Vival. Qu'est-ce qu'on voit ? Alors on voit un homme qui, autant qu'on puisse le constater, n'a pas le profil du braqueur que l'on pourrait imaginer ou caricaturer. Un homme parfaitement bien mis, qui est d'abord très calme, qui veut juste acheter un paquet de chewing-gum. Et au moment où il va pour payer ce paquet de chewing-gum, il a en fait dans la main un petit couteau suisse et on comprend qu'il en menace la caissière. On saura que verbalement, il lui a intimé l'ordre de donner le fond de caisse, sans quoi il la planterait, ce sont ses mots exacts. Et en fait, la scène se joue en une poignée de secondes. Il récupère le fond de caisse, une poignée de billets et il s'en va en courant. D'un mot, là on est quelques semaines avant l'enlèvement de Lina, mais bien sûr les autorités ne savent pas que c'est Samuel G qui a commis ces faits. Oui, et c'est bien sûr tout le problème. On peut dire que les policiers de Besançon prennent vraiment la mesure de ces deux faits très inquiétants, à la fois l'agression de la vieille dame et puis le braquage de cette supérette, parce que même les propriétaires de la supérette qu'on a pu rencontrer et avec lesquels on a visionné ces images de vidéosurveillance nous disent... Voilà, même nous on était un petit peu surpris parce qu'il y a eu des prélèvements justement d'empreintes digitales et autres sur les endroits que le braqueur avait pu toucher. Même nous on s'est dit voilà, ils prennent vraiment les choses très au sérieux. Et les enquêteurs vont tout faire pour identifier ce braqueur violent, cet agresseur de vieille dame, mais il leur faudra de longs mois pour découvrir qu'il s'agit de Samuel G. Pour ces faits de vol avec violence, Samuel G devait comparaître devant le tribunal de Besançon le lundi 22 juillet 2024, mais il s'est donc suicidé 12 jours plus tôt. Nicolas Jacquard, est-ce qu'il a laissé une lettre, un mot à ses proches avant de se donner la mort ? Samuel G a laissé des écrits à l'intention de son entourage et notamment de ses parents, dont il était très proche. Il dit par écrit qu'il a perdu son honneur, sa dignité, son humanité. Il écrit aussi « Je dois partir, je ne sais pas me contrôler, ça va trop vite, je souffre trop, c'est mieux ainsi ». On rappelle que l'ADN de Lina a été retrouvé dans la Ford Puma qu'utilisait Samuel G. Nicolas Jacquard, les enquêteurs ont procédé à des fouilles ciblées cet été dans la zone où il aurait pu cacher le corps de l'adolescente grâce aux données GPS de cette voiture. Qu'est-ce qu'elles ont donné, ces fouilles ? Alors pour l'heure, elles n'ont rien donné. Ces recherches ont duré plusieurs jours. Les gendarmes ont été accompagnés par des chiens renifleurs, par des militaires spécialisés aussi dans ce type de recherche-là. Et on a constaté que justement, vous le disiez, ils ont refait le parcours de cette Ford Puma le jour où Lina a été enlevée, à partir de ces données GPS, d'abord sur des secteurs relativement proches du domicile de Lina, puis on a quitté la vallée, on est arrivé un petit peu au-delà dans le secteur de Saint-Dié-des-Vosges et plus les gendarmes ont avancé, plus on allait en direction de Besançon à partir des Vosges, plus le périmètre s'élargissait et aujourd'hui malheureusement ces fouilles n'ont rien donné.
Louise Colcombé, vous suivez cette enquête depuis le début. Après les développements de cet été, quelles sont les questions qui restent en suspens ? Elles sont nombreuses finalement. Oui, parce que ce suspect qui ne pourra plus parler ne pourra pas les amener ses réponses. On ignore quand même pourquoi il était là, pourquoi sur cette petite route, pourquoi il s'en est pris à Lina, comment se sont déroulées les choses, qu'est-ce qui s'est passé pour Lina. Et puis, on n'a pas la réponse à cette question essentielle. Est-elle seulement encore en vie ? Fanny Groll, elle a l'espoir, chevillé au corps, que sa fille soit quelque part. Donc là, effectivement, le scénario, on ne l'a pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et c'est presque pire pour la maman de Lina. Merci à Louise Colcombé et Nicolas Jacquard. Cet épisode de Code Source a été préparé et produit par Raphaël Pueyo avec Clara Garnier-Amouroux et Barbara Gouy. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine du lundi au vendredi. N'oubliez pas le deuxième podcast du Parisien, Crime Story. Chaque samedi, une grande affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delsoni, le chef du service police-justice du Parisien.